Alors merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, moi je suis très contente d'être ici pour vous parler donc de mon livre. Donc je m'appelle Bénédicte Bonzi, je suis anthropologue, docteur en anthropologie sociale, et j'ai fait un travail de thèse avec les Restos du Cœur du 93, très précisément. C'était un projet de thèse qui nous rassemblait en fait, où ils étaient acteurs dans un processus de recherche-action. Et puis quelques années après, cette thèse est devenue un livre qui vient rejoindre les questionnements qu'on pouvait avoir au niveau de l'aide alimentaire avec le questionnement sur l'agriculture et ce qui se passe aussi dans le monde agricole. Et du coup, moi, j'avais envie plutôt de débuter ce dernier moment, cette dernière conférence de la journée, en vous laissant la parole, puisque dans mon travail, j'ai voulu poser des mots, un nouveau concept sur ce que j'ai appelé des violences alimentaires. Et donc, je pense que c'est intéressant de partir de ce que vous pensez être des violences alimentaires. Voilà, vos perceptions, votre expérience, votre vécu, pour pouvoir présenter un peu le livre et puis mes travaux, mais d'abord à travers les questions que vous vous posez. Donc voilà, je vous laisse peut-être réfléchir quelques instants, mais pour vous, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce que vous mettez quand vous entendez parler de violences alimentaires? Donc la violence, c'est le non-accès. Donc pour vous, c'est le non-accès à la connaissance liée à tout le système alimentaire, en fait, de la production à la transformation, à la dégustation. Oui, donc pour vous, du coup, une forme de violence alimentaire, c'est d'imposer aux enfants, aux petits-enfants, des produits ultra transformés. Ouais, donc je reformule parce que du coup c'est dans le micro que les gens qui pourraient réécouter ont accès à vos questions et toutes les questions sont pertinentes et celle-là est vraiment essentielle. Donc c'est vraiment ces injonctions qu'on donne aux personnes de comment il faut bien manger sans leur donner les moyens pour le faire. Donc la question c'était de dire pour vous qu'est-ce que c'est que les violences alimentaires. Donc c'est en fait les formes de représentation qu'il y a autour de l'alimentation qui viennent dire que en fait il faut que ce soit cher pour que ce soit bon. Oui, donc c'est vraiment d'essayer de voir d'où chacun part pour parler des violences alimentaires et puis pour que voilà, que moi je vienne répondre aussi à vos premières questions, impressions sur qu'est-ce que ça représente pour vous. Donc voilà, pareil, je répète. Donc une forme de violence alimentaire, c'est le fait d'avoir à avoir recours à l'aide alimentaire alors qu'on devrait mettre en œuvre le droit à l'alimentation. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord tout ce qui relève de l'économie et qui fait qu'il y a une spéculation sur les prix de l'alimentation et tout ce qui vient de l'ultra-transformation des produits qui fait qu'on accoutume les gens à certains aliments. Donc du coup deux aspects. Le premier c'est tous ces marchés en fait, que ce soit vers les cantines ou vers le soin de grands groupes qui font des repas peu chers et peu qualitatifs. Et l'autre partie c'est l'accaparement des ressources dont les semences. Okay, donc deux formes de violence alimentaire, l'orientation du choix des aliments et puis l'inaccessibilité de personnes pour différentes raisons à la nourriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'ajouter quelque chose? Oui? Ok, donc pour vous, une forme de violence, c'est d'assister au gaspillage alimentaire alors que des personnes n'ont pas accès à la nourriture. Ouais, on y reviendra. Monsieur? D'accord. Donc les deux dernières interventions, donc c'était l'irrespect au niveau du consommateur final des produits qu'on lui destine. Et puis en fait cet irrespect il est déjà très présent dans l'organisation des filières alimentaires et puis donc dans cette fabrication des produits. Alors est-ce que certains d'entre vous... Ah oui, allez-y. Donc non, la notion de violence alimentaire, c'est pour ça que je vous ai interrogé dessus.
Non, elle est pas récente, c'est moi dans mon travail qui ai mis ces deux mots ensemble pour définir ce que je voyais et j'arrivais pas à mettre d'autres mots côte à côte. Oui. Donc une forme de violence, le fait que le paysan ne puisse pas vivre dignement de son travail. Alors moi je vais vous faire oui, pardon. Du coup, donc la violence d'être en tant que professionnel confronté à la précarité alimentaire des personnes âgées, par exemple. Ouais. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de... Oui, allez-y. Donc, c'est finalement ce qui relèverait de la violence, c'est le fait d'oublier qu'on fait partie qu'on fait partie d'un monde dans lequel il y a le vivant végétal aussi et qu'il faut en prendre soin. On va rentrer là-dedans, donc le manque de volonté politique. Ouais, tout à fait. Donc on va y re-rentrer. Moi, je vais vous proposer un pas de côté pour rentrer en fait dans le fonctionnement de l'aide alimentaire, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé là ensemble un peu, ça a été évoqué. Mais du coup, moi, mon travail a débuté auprès d'une structure impressionnante de l'aide alimentaire que sont les Restos du Cœur. Et donc, je pense intéressant de rentrer derrière la vitrine, parce qu'au final, on connaît tous les Restos du Cœur via le concert des Enfoirés, via des reportages qui sont diffusés, qui nous montrent beaucoup de personnes qui s'en sortent. Mais derrière, on ne sait pas trop comment ça se passe. D'où viennent les produits, quels sont ces produits, comment ils sont distribués et qu'est-ce que ça fait au corps des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire et qui se nourrissent de ça. Voilà, on va rentrer en fait dans ce mécanisme où moi, en tant qu'anthropologue et en ayant analysé ce système-là, je vais vous parler davantage d'un marché de la faim, FAIM, que d'un vrai don. Parce que le don, c'est l'absence de contrepartie. Et quand on a besoin d'une défiscalisation en retour pour donner, c'est peut-être qu'on est rentré dans autre chose. Et du coup, il faut le nommer autrement pour, comme vous le disiez, ne pas tromper les personnes qui donnent et aussi arriver à resituer la personne qui reçoit dans cet espace-là. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire le moment où j'ai... physiquement ressenti le besoin de nommer les violences alimentaires. Donc c'était pendant une maraude, donc une distribution de repas chauds la nuit. Il y a plein de formes de maraudes différentes selon les territoires. Dans le 93, le fait est qu'il y ait beaucoup de demandes fait qu'on est au niveau des Restos du Cœur et c'est les seuls à vraiment faire de la maraude alimentaire la nuit. Il y a 7 camions qui partent sur l'ensemble du territoire et qui, grosso modo, fournissent entre 400 et 500 repas chaque soir. Là, ah oui, oui. C'est vraiment un vrai message aussi de comprendre aussi ce qu'ils font, comment ils le font. C'est un vrai hommage aussi à leur travail. Et là, encore une fois, l'importance de resituer leur rôle aujourd'hui dans la société. Donc on est dans ce camion, on commence la tournée et on passe dans des boulangeries qui nous donnent les produits qu'elles ne peuvent plus vendre. Donc ce soir-là, on reçoit beaucoup de gâteaux, des gâteaux différents. Il y a des éclairs, il y a des millefeuilles, il y a des tartelettes. Donc on sait qu'on va en avoir pour chacun, mais on n'aura pas la même chose pour tous. On arrive au dernier point de distribution. Et c'est un point qui est réputé dans notre tournée pour être un point chaud, c'est-à-dire qu'on sait que souvent il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des expressions de violence, des conflits sur ce dernier arrêt. Mais là, sur ce soir-là, le fait d'avoir les gâteaux au moment du café, ça crée plutôt une ambiance sympathique. On est plutôt dans une ambiance de fête. Et il se passe quelque chose qui ne se passe pas si souvent que ça dans le cadre de ces distributions alimentaires. Des gens s'arrêtent pour discuter avec nous. Donc ils repartent pas très très rapidement avec leur sachet et leur repas.
Et là, donc, je discute avec un jeune homme qui prend son café. Moi, je distribue le café et les gâteaux. Et pendant qu'on discute, il se fait voler son éclair au chocolat. Donc là, sa réaction, elle est suramplifiée. Il part chercher une bouteille en verre pour la casser sur la tête de celui qui lui a pris l'éclair au chocolat. Et donc moi, parce que je les connais très bien, parce que ça fait longtemps que je maraude, je me mets entre les deux hommes en me disant ça va s'arrêter. C'est ce qui se passe. Mais ce que je ressens physiquement, c'est que finalement, là, nous tous bénévoles, ce qu'on fait davantage et ce qu'on fait en plus que de distribuer la nourriture, c'est contenir une violence qui est tout le temps là. Et c'est ça qui est important quand on parlait de l'hommage à rendre aux bénévoles, c'est que oui, il y a cette nourriture qui est distribuée, mais au-delà de ça, l'action des bénévoles, elle est aussi dans le maintien de la paix sociale, ce qui arrange l'État, ce qui permet aux bourgeois de dormir tranquilles, parce que dans toute cette organisation de l'aide alimentaire, on évite des émeutes de la faim, des vols et des choses terribles de quelqu'un qui aurait faim et qui aurait besoin de se nourrir à n'importe quel prix. Donc je ressens ça, et donc après j'ai voulu aller plus loin dans toute la description du système pour dire ouais, mais dire que c'est violent, une fois qu'on a dit ça et qu'on l'a ressenti, qu'est-ce qui est violent, quels sont les effets, comment ça se répercute sur les personnes, et physiquement et psychologiquement. Et du coup vous l'avez nommé, une des premières violences, c'est vraiment d'être dans un pays qui a ratifié le droit à l'alimentation et donc qui devrait se donner tous les moyens pour faire en sorte que les personnes aient accès à une nourriture de qualité suffisante, en quantité suffisante, qui soit choisie, conforme à leur dignité et qui soit respectueuse de l'environnement et d'une agriculture durable. C'est ça, le droit à l'alimentation. Et l'aide alimentaire ne permet pas ça. L'aide alimentaire, elle permet de survivre exactement et on ne leur donne pas les moyens. Et du coup, on est dans cette première confusion où on confond l'aide alimentaire et le droit à l'alimentation, où pour beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le cadre de l'aide alimentaire, qui ne savent pas comment ça fonctionne, elles se disent mais en fait tout va bien, on fait ce qu'il faut dans notre pays. Or, à la création des restos, il y avait quelques demandeurs. Coluche, il avait imaginé ce projet pour que ça dure une saison, pour simplement répondre à l'urgence d'un hiver difficile où la facture énergétique montait et permettre aux personnes de compenser. Il avait imaginé un système inconditionnel. Personne n'avait à raconter pourquoi il était dans telle ou telle situation pour pouvoir récupérer son sachet, et les sachets étaient fait pour qu'on ait l'impression que la personne sorte du supermarché. Et c'était vraiment ça la philosophie de départ. Et c'est aussi un moment où historiquement, politiquement, on est plus dans les produits que touche Coluche, on est dans du partage. Oui, on prend les produits qui sont stockés au niveau européen, mais c'est des produits qu'on peut retrouver dans les placards de tout le monde, pas d'autres. Et petit à petit, le système est en train de s'est transformé et aujourd'hui, on a vraiment une qualité de produit qui est faite pour l'aide alimentaire. Et en 2010, dans la loi de modernisation agricole, finalement, l'aide alimentaire devient un débouché pour l'agriculture. Et ça pose un problème de fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que c'est un débouché pour l'agriculteur et qu'on ouvre un marché sur cette question-là, on ne peut plus lutter contre la pauvreté. Et c'est bien ce choix-là qui a été fait de la part du gouvernement. Donc, pour rentrer dans comment se déroule l'aide alimentaire, ce qui est important de comprendre, il y a pas mal de petites choses, mais déjà, essayons de comprendre comment fonctionne l'approvisionnement. En gros, pour nourrir les personnes, on va avoir recours à ce qui a été, au moment de Coluche, le PEAD, le programme européen d'aide aux plus démunis. C'est devenu le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Et maintenant qu'ils le dotent encore moins, ils ont appelé ça le FSE+. Parce que quand on dit plus, peut-être que ça se voit pas qu'on a baissé la dotation pour les différents pays. La France fait le choix de récupérer cette masse économique en denrées.
C'est-à-dire qu'elle va fonctionner via des appels d'offres pour dire, bah voilà, moi j'ai besoin de tant de quantité de poulet ou de telle viande. Et donc, c'est l'agro-industrie qui est la seule à même de répondre aux quantités qui sont demandées. Et c'est comme ça qu'on a vu en France différents scandales apparaître, le poulet qui était gonflé à l'eau ou les steaks hachés qui contenaient de tout sauf de la viande. Et il faut vous dire qu'avant que les bénéficiaires de l'aide alimentaire viennent se plaindre, il y a dû avoir énormément de produits écoulés de cette mauvaise qualité-là. Donc on a cette première source d'approvisionnement sur laquelle il n'y a pas beaucoup de contrôle finalement, où les contrôles arrivent trop tard. Là, c'est des contrôles qui sont venus à la demande des personnes. Autre source d'approvisionnement, c'est les dons que vous pouvez faire en supermarché. Donc là, vous arrivez par exemple à Carrefour et si vous passez devant les bénévoles, ils vont vous donner une petite liste avec produits bébés, produits d'hygiène, café, chocolat, thé. Et si vous rentrez dans le magasin, vous allez voir Carrefour qui a préparé les donations avec ces produits de la marque Carrefour qui correspondent pas du tout aux besoins des structures, mais qui sont les premiers en tête de gondole avec banque alimentaire ou resto selon qui fait la collecte. Donc voilà, une aide généreuse, mais qui est quand même un petit peu orientée pour revendre leurs produits. Et puis, autre source d'approvisionnement, c'est les dons économiques que chacun peut faire et qui vont permettre aux structures de faire elles-mêmes des achats. Les restos font énormément d'achats, ils peuvent du coup, et en ce moment ils sont en train d'y réfléchir pour juste orienter leurs achats vers des circuits courts, des produits d'une autre qualité, mais c'est pas du tout évident quand on a 5,5 millions de personnes qui font la queue et que la queue ne cesse d'augmenter. Et puis la dernière source d'approvisionnement que je vais prendre le temps de détailler, c'est toute celle qui va concerner le don des supermarchés. Je vous ai dit, pour moi ça peut pas s'appeler du don, et qui finalement s'exprime aujourd'hui beaucoup à travers ce qu'on appelle la loi Garot, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Du coup, cette loi, elle s'est dit deux choses. Elle s'est dit, oh là là, on gaspille énormément de nourriture, on jette 9 milliards de tonnes, hein, non, millions, ouais, hein. On jette plusieurs tonnes, voilà, de nourriture. Donc du coup c'est quand même dommage, il faudrait en faire quelque chose. Et puis oh là là, il y a beaucoup de pauvres, ça ne cesse d'augmenter. Rassemblons ces deux problèmes et on va trouver une solution. Alors du coup j'en ai pas forcément cette lecture. Moi je vois plutôt de l'opportunisme parce que en fait sur ceux qui étaient vraiment engagés dans le don de choses, les ramasses existaient déjà avant la loi Garot. Elles ont beaucoup été transformées à partir de 2016 et c'est là que même ceux qui donnaient généreusement n'ont plus été incités à le faire autant. On a incité à donner en plus grande quantité, on a interdit la destruction en mettant de l'eau de javel sur les produits parce que c'est ce qui était pas pratiqué pour pas que les personnes aillent le récupérer. Du coup prendre les gens pour des cons sur alors en fait, est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il faut pas donner? À quel moment vous le donnez? À quel moment? Et la question, elle est bien là. À quel moment on fait le choix de donner quoi et quel produit? Ce que vient de dire et ce que vient mettre en œuvre la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qu'elle vient organiser auprès des grandes surfaces et entre la grande surface et les différentes associations, c'est des conventions de dons. Dans ces conventions de dons, on va imposer aux différentes structures de l'aide alimentaire de venir récupérer les produits tel jour, à telle heure, sinon ce sera quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est une mise en concurrence aussi de différentes structures, une mise en concurrence qui fait que par exemple, sur certains territoires, on va avoir la banque alimentaire qui vient chercher des produits à 50 km de ses entrepôts, quand une structure qui est à 2 km n'a plus accès à ces produits-là et doit du coup elle aussi faire je ne sais pas combien de kilomètres. Donc on a ça qui a été organisé et qui ne convient pas du tout. Mais après, sur le fond des produits, avant la mise en œuvre de la loi Garot, on va dire que les grandes surfaces, elles donnaient plus facilement 3 jours avant
la date de péremption. Mais maintenant, dans ces 3 jours, la grande surface a le droit de vendre à prix coûtant, elle a le droit de vendre à perte. Donc elle s'est créé son rayon pour vendre à perte, dans lequel n'importe qui, oui, pardon, dans lequel, oui, je suis d'accord, hein, dans lequel les personnes peuvent venir prendre ces produits à prix coûtant, donc beaucoup moins cher. Mais donc, ce qui arrive in fine dans les rayons de l'aide alimentaire, c'est vraiment des produits qui n'ont pas pu être vendus. Donc vraiment des invendables parce que le paquet est vraiment trop abîmé ou parce que on est vraiment à la limite de la date. On parlait tout à l'heure un petit peu du contrôle et je vous disais, il n'y a pas trop de contrôle pour les produits qui viennent au niveau européen. Par contre, depuis la mise en œuvre de cette loi, il y a énormément de contrôle dans les structures de l'aide alimentaire, où on vient vérifier leur date. Auparavant, il y avait dans les bricolages associatifs, si le vendredi je vais faire une ramasse et que je reçois 30 poulets, 40 pizzas, je mets tout au congèle. Et puis, quand la distribution sera un peu maigre ou pour une maraude, que finalement il y aura pas assez de repas et qu'on sent qu'il y a une grande tension, voilà, une arrivée de réfugiés, je ne sais quoi, je cuisinerai le poulet et voilà, je me dépannerai comme ça. La surgélation, c'est un acte technique. Donc les organisations n'ont pas le droit de congeler. Donc il y a eu énormément de contrôles qui sont venus fouiller dans les différents congélateurs et qui, du coup, ont épinglé les structures de l'aide alimentaire. Et du coup, ce qu'on a à travers la mise en application de cette loi, c'est de faire peser aux bénévoles le risque de mal nourrir les personnes, le risque éventuel de les empoisonner, etc. Et donc, on casse un petit peu tout le bricolage, qui est important quand même quand on est bénévole. On n'a pas envie d'appliquer des choses bêtement, on a envie de les faire avec générosité et bon sens, et en général, ils le faisaient très bien. Donc ça, c'est venu ajouter une couche en fait sur la liberté des bénévoles de pouvoir donner à un autre moment. Donc les effets de cette loi Garot, ils sont pas hyper positifs dans le cadre de l'aide alimentaire. Beaucoup d'acteurs sont montés au créneau. J'ai en tête une intervention d'un bénévole à Croix-Rouge qui dit c'est simple, on est devenu le Veolia des grandes surfaces. Il y a un sentiment de récupérer les déchets. Et moi, pour avoir effectué des ramasses, oui, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai trouvé ça extrêmement dur. Parce que, c'était en hiver en plus, mais du coup, il faut vous imaginer que vous arrivez dans la grande surface. Déjà, vous devez attendre qu'ils vous ouvrent la porte. Donc, des fois, vous n'arrivez pas à leur programmer. S'il y a quelqu'un d'autre avant, on vous ouvre pas tout de suite. Bon, déjà, c'est étonnant comme posture de se dire, pourquoi on peut pas rentrer? Les choses sont pas prêtes. Normalement, dans la loi, les choses devraient être prêtes et nickel, mais c'est pas ce qui se passe. Et quand on rentre, on va avoir à faire cette récupération sous les yeux des caméras. Donc du coup, tous les entrepôts sont filmés et vous êtes là, courbés dans le froid pendant plusieurs heures à trier les produits, mais des produits qui ont systématiquement été scannés. Ils sont scannés pourquoi ? Je pense que beaucoup de grandes surfaces font des doubles récupérations, c'est-à-dire qu'elles récupèrent la TVA des produits en déclarant les produits à perte et qu'après elles récupèrent le prix du produit sur le fait d'avoir donné. Et là, du coup, elles sont défiscalisées à hauteur de 25-30%. Mais ça fait en fait... on n'a pas... Je l'ai vu pratiquer, mais je n'ai pas de documents officiels qui le disent. Donc voilà. Et je pense que ce n'est pas généralisable à toutes les grandes surfaces, mais que ça arrive et que pour l'avoir vu dans certaines enseignes, je pense que ça doit, oui, en effet, se reproduire. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Et les bénévoles qui sont très conscients de ça, eux le disent et vont le rapporter en disant de toute façon on ne dit rien parce que si on perd ces denrées-là, vu comment la file d'attente augmente derrière, on va rien avoir à donner. Donc on peut pas se permettre non plus de dénoncer. Et on voit du coup que le système même de l'aide alimentaire est aujourd'hui dans une réelle précarité.
C'est-à-dire que même eux, ils savent pas trop comment ils vont faire et ils se débrouillent. Et c'est aussi pour ça qu'on a des campagnes d'hiver, des campagnes d'été, que chaque centre va avoir des temps d'ouverture un petit peu différents, parce que selon leur approvisionnement, ils peuvent pas répondre de la même façon. Donc voilà comment ça se passe au niveau des produits. Après, ce qui est quand même super dans l'aide alimentaire, c'est qu'une fois qu'on a ce stock, qu'on va accueillir les personnes, le don, il peut aussi complètement transformer la nourriture et associer à cette nourriture une charge assez magique qui vient dire à l'autre « Je suis là pour que tu aies plus de justice, je suis là parce que je pense que ta situation n'est pas normale. » Et du coup, grâce au don, au travail des organisations, on va tenir la main de tout un tas de personnes que l'État, finalement, si on considère qu'il devrait mettre en œuvre le droit à l'alimentation, laisse complètement tomber. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important qui est possible dans le don. Mais le don, il a deux faces. Il a cette face qui est positive, et puis il peut aussi être l'exercice de domination. Et du coup, on va, à cause du don, développer toute une forme de contrainte autour des personnes, parce que celui qui a va fixer certaines règles. Et comme celui qui a ou qui dispose de la nourriture n'en a pas assez pour tout le monde, eh bien l'aide est devenue conditionnelle. À part pour les maraudes ou quelques exceptions, eh bien il faut que les personnes fassent un dossier d'inscription. En gros, dans les dossiers d'inscription, on va regarder leurs revenus, on va calculer le reste à vivre, et ce sont des bénévoles qui le font avec autant de générosité, de cœur qu'elles le peuvent, mais parfois sans formation. Donc c'est aussi avoir à ouvrir son intimité, se mettre à nu devant des personnes qui ne sont pas habilitées pour recevoir ces paroles-là. Donc ça, c'est une première difficulté. À savoir qu'il n'y a aucune structure qui va donner des repas pour toute la semaine. C'est très rare, ça arrive un peu dans le milieu rural, mais en tout cas en milieu urbain, non, c'est maximum 6 repas, pas plus. Et du coup, pour les autres repas, faut aller formuler une autre demande ailleurs. Donc il faut réexposer sa vie, son intimité à une autre structure. Et puis, en fait, c'est une fois qu'on l'a fait, ça va pas forcément être reconduit. Les barèmes changent. Donc il faut recommencer, et pour la campagne d'hiver, et pour la campagne d'été. Donc au moins 2 fois par an, on se retrouve face à des personnes qui changent, parce qu'il y a du turnover chez les bénévoles, pour expliquer sa misère et pour espérer recevoir quelque chose. Donc ça aussi, c'est extrêmement, vous l'avez dit, c'est extrêmement difficile, tout ce contrôle qui est exercé. Et pour moi, en fait, ce contrôle fait partie de ce qui crée des violences psychologiques sur les personnes, parce qu'on est vraiment dans la répétition de petits actes qui ne sont pas sans conséquences. Dans ces violences psychologiques, qui doivent être aujourd'hui révélées et permettre d'avoir des arguments forts pour transformer le système, on a ce contrôle pour faire la demande, mais on a à nouveau un contrôle quand on doit rentrer dans le centre. Il faut toujours avoir sa carte. Et sur sa carte, on va cocher si la personne est bienvenue, si la personne est bien ponctuelle. En fait, c'est assez infantilisant quand on le regarde et quand on essaye de l'analyser. Mais quand on a donné cette carte, les bénévoles, ils sortent une fiche. Et là, on rentre dans, on va contrôler ce que l'autre mange et son équilibre alimentaire. Ils sortent une fiche en disant, la personne, elle a le droit à tant de produits laitiers, à tant de produits pour faire les entrées, tant de produits pour faire le plat de résistance, etc. Et donc on coche pour être sûr que la personne n'ait pas pris trop d'huile sur un mois, n'ait pas eu trop de café, mais bien respecter l'équilibre alimentaire et la répartition du stock, puisqu'on manque de produits. Mais dans les faits, il y a 2 choses. Beaucoup de bénévoles grugent. Moi, j'en faisais partie, c'est-à-dire que si la personne me disait qu'elle voulait du café, qu'elle avait déjà eu son café, je cochais l'huile et je donnais le café, ça me posait pas un problème de fond. Mais comme du coup ça se voit à la fin quand on regarde ce qui reste sur les étagères, du coup il y a eu des bénévoles qui ont été rajoutés derrière les étagères pour contrôler que le bénévole qui était distributeur derrière la fiche donnait les bonnes choses. Donc du coup, on avait moins de marge de manœuvre selon les structures. Ça pouvait être moins évident.
Mais voilà, c'est toujours dans la bonne répartition, voilà, penser à la place de l'autre. Donc il y a ce problème-là du contrôle avec la fiche, qui peut être très difficile hein, pour le bénévole comme pour celui qui reçoit. Je me rappelle particulièrement d'avoir eu le sentiment pour une personne qui venait, qui avait une petite famille. Donc du coup, elle me disait, ben moi je veux par exemple des œufs et les boîtes étaient de 12. Et du coup, j'étais obligée de lui dire, ah ben non. Et après, elle voulait un autre produit, mais en fait, comme elle mangeait pas que halal, mais de tout, ben elle pouvait pas avoir le thon, il fallait qu'elle prenne cette autre boîte de conserve. Et j'étais mal à l'aise, j'avais l'impression voilà, d'être au musée, de lui dire non, faut pas toucher, faut pas toucher, faut pas toucher, alors que finalement c'est bien elle qui va se nourrir à la fin. Donc c'est aussi, je vous raconte ça pour vous dire, oui, c'est dur pour le bénévole aussi de durer dans ce contexte-là. Il faut soit pouvoir changer les règles et s'adapter et trouver un petit peu des espaces de fuite, soit du coup beaucoup arrêtent parce que ça correspond pas à leur éthique et à ce qu'ils avaient envie de faire. D'autres formes de violence du coup que ce système exerce sur les personnes, c'est, et vous en avez parlé, c'est vraiment l'inversion de la faute. C'est-à-dire qu'on les rend responsables de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes d'obésité, alors qu'on ne leur donne absolument pas les moyens de bien se nourrir. Et ça, en fait, c'est un réel problème aussi au niveau de l'aide alimentaire, de se situer dans ce cas d'inversion de la faute en permanence, où du coup on est un peu chargé de culpabilité, on sait mal se nourrir, on sait mal nourrir ses enfants. Et du coup, il y a quand même une personne où je trouvais que son témoignage était très touchant. C'était une mère de famille qui nous racontait qu'elle rentrait en fait d'une distribution du Secours populaire, qu'elle disposait, non, des Restos du Cœur, qu'elle disposait tous les produits sur sa table, qu'elle regardait les dates et qu'elle se disait, bon, qu'est-ce que je fais? Je les donne ou je les donne pas aux enfants? C'est bon ou c'est pas bon? À cause de la date. Et de pas savoir en se disant, en fait, si les autres n'en ont pas voulu et que moi je me retrouve avec ça, qu'est-ce que ça vient dire? Et beaucoup de bénévoles ne comprennent pas de retrouver beaucoup de produits qui sont jetés tout de suite à la sortie du centre. Il y a plusieurs raisons à ça. Le fait de se dire, en fait, je vais pas les donner, ou le fait de dire, non, c'est pas ce qu'on mange, mais on n'a pas eu les personnes se sont pas autorisées à refuser par peur de ne plus recevoir ou par peur d'être jugées. Et beaucoup de personnes, vous en avez parlé, sont logées en hôtel social et n'ont pas accès à une cuisine. Donc si on a plein de produits qu'on doit cuisiner, on va pas les récupérer, on va pas les garder, on va pas se charger. Si on a plusieurs kilomètres à faire, évidemment on va les laisser là au niveau du centre, mais on ne s'autorise pas à dire qu'on n'a pas besoin, parce que si qu'on peut pas, on rentre pas dans finalement beaucoup de personnes dans le centre rentrent pas dans ces affinités-là pour pouvoir dire non, ça je prends ou ça je prends pas. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Oui. En tout cas, l'aide alimentaire n'est pas violente. Le travail des bénévoles n'est pas violent. Faut vraiment pas être dans cette confusion-là. Mais le système alimentaire est tellement violent que dans le cadre de l'aide alimentaire, on assiste à cette explosion de violence qui ont des conséquences irréversibles sur les personnes. Alors, on peut pas dire qu'on les fiche, parce que, du coup, les associations font attention à pas donner les noms, à rester, à avoir des dossiers en fait qui remontent pas plus haut que leur structure. Et ça, c'est important. Donc du coup, on dit mais on peut pas compter les gens parce que on sait pas s'ils sont 2 fois inscrits à tel endroit. En fait, on s'en fiche. De toute façon, il y en a trop des personnes. C'est devenu, c'est devenu une façon de se nourrir au lieu d'être une aide ponctuelle et une aide d'urgence. Et c'est ça qui est totalement inacceptable. C'est que dans la file des différentes structures de l'aide alimentaire, on a des personnes qui n'arriveront pas à sortir de l'aide alimentaire parce que leurs revenus ne vont jamais augmenter, quoi. Tu voulais dire quelque chose? Elles ont des... Oui, ça c'est global parce qu'en fait, comme les bénévoles sont pas toujours les mêmes,
c'est leur système pour se dire ce que chacun a fait avec telle personne. Mais après, il n'y a pas de... Non, tu vas le retrouver partout. À chaque fois que tu rentres dans un centre de distribution, dans une épicerie solidaire, en fait, on va noter ton nom et regarder à quoi tu as droit en fonction du barème qui t'a été attribué. Ouais, 6 repas par personne par semaine. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est la moitié en fait, ça va couvrir la moitié des besoins. Et beaucoup de personnes, du coup, tiennent avec ces 6 repas et donc se nourrissent pas le reste du temps. À savoir aussi que quand je parlais des problèmes liés à la loi Garot de défiscalisation, par exemple, Carrefour, quand il communique sur ses dons, il va dire « Regardez comme j'ai été généreux, j'ai donné tant de repas ». Mais en fait, il prend le poids des denrées qui ont été données, et il le divise par ce que devrait être le poids d'un repas, et c'est cette conversion qui fait office de... Voilà, qui permet la communication. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de pains, de viennoiseries qui sont donnés. C'est-à-dire que on demande aux bénévoles d'avoir cette fameuse fiche pour avoir un équilibre alimentaire dans ce qui est distribué. Et puis à la fin, on a tous les surplus de l'agro-industrie. Enfin voilà, si c'est Noël, on a des tonnes de chocolat, de Père Noël cassé en 1000 morceaux, qui était pas bon pour les enfants de celui qui peut payer, mais qui va être bien assez bon pendant 3 mois durant pour les enfants de celui qui peut pas payer. Et on va du coup surcharger avec tout un tas de produits voilà, très gras et très sucrés qu'on compte pas. Et où du coup, il y a ça aussi dans l'impact lié au poids, c'est que celui qui sait pas si demain il va manger, il a tendance à pas beaucoup gaspiller quand même. Du coup, il fait tout ce qu'on lui donne, il l'absorbe. Et du coup, j'utilise ce mot, il pourrait y en avoir d'autres, mais quand j'ai commencé mon travail de recherche avec les restos, les bénévoles, ils m'ont dit, tu vas voir, ici, quand les gens arrivent, tu les vois gonfler. Et ça veut pas dire qu'ils mangent bien. Et c'est important, en fait, cette observation des bénévoles, de se rendre compte qu'à travers la nourriture qu'ils distribuent, les gens grossissent, mais ils grossissent parce qu'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin. Et dans ce système où je vous décrivais un petit peu cette économie du don, où je vous parle de la défiscalisation, il faut vous dire que dans le don, ce qui est important, c'est le contre-don. D'ailleurs, vous l'avez tous vécu, si on ne peut pas rendre à celui qui nous a donné quelque chose, la relation elle est compliquée. S'il nous donne trop ou si l'autre ne nous rend jamais, au bout d'un moment, on est lassé de cet échange-là. Là, on est dans un système économique où l'État, il fait le choix de récompenser l'agro-industrie ou la grande surface qui va donner les produits en le défiscalisant. Donc la boucle, elle est bouclée. Et à ce moment-là, que devient la personne qui reçoit la nourriture in fine ? Elle est juste la variable d'ajustement d'un système en surproduction. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? On encourage la surproduction. Et ça m'amène à vous parler un petit peu de ce qui peut se passer dans le milieu agricole, où là aussi, les agriculteurs sont plus qu'encouragés, mais en fait, on leur demande de surproduire. Pour qu'il y ait assez de nourriture, il faut en produire trop. Donc on est vraiment dans cette course effrénée à de plus en plus d'investissements. Les investissements, c'est de plus en plus de dettes. Et à travers ces dettes, en fait, comme c'était des fausses promesses, on s'en sort jamais. Et c'est sans fin. Et du coup, pour le milieu agricole, en fait, ça pose énormément de problèmes de devoir en fait être dans cette logique de surproduction et de pas pouvoir produire assez. Et notamment quand on se dit que le système de l'aide alimentaire va fonctionner grâce au gaspillage, en tout cas moi en ayant discuté avec pas mal d'agriculteurs qui se revendiquent plutôt d'une agriculture paysanne, eux ils ont rien en fait en termes de gaspillage. Donc ils participent pas à cette question du don alimentaire. Et ils ont pas envie en fait même de rentrer là-dedans parce que eux, leur contre-don et leur rendu, ils le font à la terre. Ils sont aussi dans cette spirale un peu plus globale de devoir trouver le juste prix et de bien rendre à la terre ce qui doit être rendu à la terre. Et non pas produire des excédents et en faire n'importe quoi. Et ça, c'est des choses très importantes au niveau de la posture des uns et des autres.
Et du coup, de cette posture des uns et des autres, est arrivé un questionnement au début, en tout cas moi je l'ai rencontré comme ça, produit par le CIVAM, les centres d'initiative de valorisation du milieu rural et agricole, où du coup les paysans se sont dit mais en fait nous nos produits qui est-ce qui les mange? Les gens qui habitent les cités, c'est pas eux, on les voit pas, et donc de se dire voilà, ça m'intéresserait beaucoup de comprendre comment ces personnes-là mangent et quel est leur accès à l'alimentation. Du coup, ils ont déposé un premier projet de recherche qui a été retoqué dans les projets au ministère de l'Agriculture, puis un deuxième qui est passé, un casse d'art qui va s'appeler Accessible. Et au sein de ce projet Accessible, ils ont travaillé l'accès à l'alimentation avec des agriculteurs et des acteurs de centres sociaux ou d'épiceries sociales et solidaires pour arriver à mieux comprendre comment manger l'autre. Moi, j'ai eu la chance de les accompagner dans ce projet-là et je vous avoue que par rapport à ce que je voyais dans l'aide alimentaire, ça me faisait beaucoup de bien d'aller dans les champs, discuter avec les personnes aussi de voilà, comment ils produisaient leur nourriture, le prix, etc. Et petit à petit, au fil des rencontres, des discussions, les questions de démocratie alimentaire, elles sont apparues vraiment cruciales au sein du projet. Et la finalité du projet Accessible et l'ouverture du projet Accessible et l'ouverture du livre aussi, c'est de parler d'une sécurité sociale de l'alimentation. Et je vais finir là-dessus, après je vous redonnerai la parole. C'est quoi ce projet? Bon, déjà, c'est pas une énième solution. C'est un projet politique qui permet de transformer à la fois le mal-être et toutes les difficultés qu'on a évoquées par rapport aux personnes qui ont recours à l'aide alimentaire et qui n'ont pas accès à leur droit à l'alimentation alors qu'on devrait tout faire pour. Et c'est aussi se donner les moyens de transformer le système agricole. Parce qu'il y a une urgence, une urgence environnementale aussi de transformer ce système agricole, une urgence sociale qui est reconnue, donc il faut y aller et s'en donner les moyens. Comment fonctionnerait cette sécurité sociale de l'alimentation? Elle fonctionne comme le projet qui a été imaginé en 1945, sur 3 piliers, qui sont l'universalité, c'est-à-dire que là, tout le monde y a droit, n'importe qui habite en France a droit. Alors la somme qui a été évaluée, qui serait octroyée, c'est 150 € par mois et par personne. Donc chacun a droit à cette somme pour acheter de la nourriture. Donc c'est une forme de, on imagine ça pour le moment, une forme de carte comme la carte vitale. non, plutôt pas du tout une carte de rationnement, mais plutôt une carte qui donne un droit comme la carte vitale, comme quand vous allez chez le médecin où du coup vous vous dites ah ouais, quand même c'est cool, on met la carte chez le pharmacien et puis du coup ça passe quoi. Et donc voilà, le projet il est vraiment sur ça. Premier pilier, donc universalité, on n'a pas à dire pourquoi on vient, en fait on est juste là, on habite en France, on a le droit notre droit à l'alimentation est effectif et du coup il peut se mettre en œuvre de cette manière-là. Ensuite, 2 autres piliers, la cotisation. Pourquoi la cotisation? C'est parce qu'on ne veut pas une énième taxe ou un énième impôt qui pourrait être complètement réévalué et transformé au changement de bord politique, avec des tendances politiques aujourd'hui qui ne sont pas forcément à la faveur d'une société qui partage et qui va dans un sens de commun. Donc du coup, la cotisation, ça nous permet vraiment de garder la main sur les infrastructures à créer dans le cadre de la sécurité sociale en créant une nouvelle branche et en faisant en sorte que ce soit les travailleurs qui décident de comment elle va fonctionner et pas ni le pouvoir politique en place ni des lobbies ou des industries qui prendraient le pouvoir dans ces instances-là. Donc c'est très important. C'est très important aussi de pouvoir se dire grâce à notre argent, à notre force de travail, parce que avec la réforme des retraites, on a sans cesse entendu qu'on coûtait de l'argent. Mais non, on produit de la richesse, on coûte pas de l'argent, notre travail a de la valeur et cette valeur-là, on peut en faire un projet de société plus juste. On peut aussi imaginer ça. Donc voilà ce qu'on fait avec on se base sur la cotisation. Et le dernier pilier, c'est le conventionnement. Et c'est peut-être là aussi toute l'expression de la démocratie alimentaire,
où on ne met pas n'importe quel produit qui serait remboursé ou pris en charge, mais c'est vraiment à travers des collectifs de citoyens qui se réunissent qu'on décide quels sont les produits qui doivent être remboursés, en tout cas quels sont les produits qu'on va prendre en charge parce qu'on pense qu'ils sont bons pour nous, pour la planète, qu'ils sont produits dans des conditions durables. Et c'est là tout ce dont vous avez parlé du droit à l'information. Ben oui, il faut avoir un droit à l'information éclairé pour conventionner ces produits et donc organiser ces temps-là pour que les personnes, elles comprennent qui produit quoi, comment, à quelles conditions, quels sont les coûts cachés de la nourriture sur la santé ou sur l'environnement, et puissent décider des produits qui seraient conventionnés et auxquels les personnes pourraient avoir recours dans le cadre de l'aide plus du tout de l'aide, mais d'un projet politique différent. Donc voilà comment fonctionnerait cette sécurité sociale de l'alimentation. Aujourd'hui, il y a plusieurs expérimentations en cours qui viennent essayer des choses différentes. À Montpellier, ils sont sur une expérimentation de caisse où du coup ils ont 200 personnes qui reçoivent 100 € par mois. C'est une caisse où si chacun cotise à hauteur de ses moyens et reçoit à hauteur de ses besoins, et il y a tout un tas de producteurs ou de structures conventionnées dans lesquelles les gens vont se nourrir. Donc on a cette expérimentation qui est une des plus abouties. Toulouse est en train de prendre un peu le même chemin. Grenoble travaille plutôt sur un projet de mutuelle. Après, il y a des expérimentations qui sont à plus petites échelles, on va dire, qui du coup n'ont pas un grand engagement économique, mais qui du coup permettent d'évaluer d'autres mécanismes de ce que pourrait être la sécurité sociale de l'alimentation, notamment dans le Luberon où l'association Omaki a réuni depuis bientôt 2 ans un conseil local de l'alimentation où les gens parlent ensemble de la nourriture qu'ils voudraient voir conventionnée, sous quelle forme, sur quel territoire, etc. Donc voilà, et donc du coup il y a un site qui est très bien fait, sur le site du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, dans laquelle énormément d'initiatives sont répertoriées, et vous pouvez aller voir toutes ces initiatives, toutes ces structures, ce qui se passe dans le territoire. En Alsace aussi, c'est assez dynamique et il y a une vraie mobilisation autour d'une sécurité sociale de l'alimentation, de qui pourrait le faire et comment. Donc voilà un petit peu comment une fois encore, la société civile essaye de reprendre la main sur un grosse, je sais pas comment dire, problème me paraît tellement pas le bon mot, tellement il est faible, mais en fait une énorme injustice liée à l'alimentation et comment on en a marre et du coup de cette injustice qui est extrêmement visible au sein de l'aide alimentaire ou quand on voit les conditions du monde agricole, on crée autre chose. Et moi, ce que je pense aussi déterminant dans les années à venir, c'est que si cette sécurité sociale de l'alimentation, elle ne verra le jour que si on arrive à bien comprendre et à travailler ensemble entre des résistances qui se sont mises en place pour défendre le monde agricole et des résistances qui se sont mises en place sur les questions d'aide alimentaire. Si les acteurs de l'aide alimentaire continuent à percevoir que en fait on les considère comme des personnes qui donnent de la malbouffe ou des mauvais produits, alors que en fait ils permettent aux gens de survivre, ils auront du mal à s'associer à ce projet-là parce que finalement ils sont juste en résistance et ils ne peuvent pas arrêter ce qu'ils font. Et pour l'avoir vécu, c'est extrêmement dur à un moment donné de se dire mais j'arrête de donner et le produit qu'on donne en fait il a peu d'importance par rapport à ce qu'on peut lui faire dire et le rôle qu'il joue socialement parlant au niveau de une forme d'économie morale qui se met en place et qui est extrêmement importante pour les deux parties, hein, que ce soit le bénévole ou la personne qui reçoit. Donc voilà, il y a un gros enjeu aussi à se parler autrement et se dire qu'on est vraiment face à la même problématique, un même système agro-industriel qui affame et qui fait du profit en fait à tout va et à n'importe quel prix.
Et à vos questions. Alors, chose importante à souligner, c'est que dans le collectif de sécurité sociale de l'alimentation, et c'est pour ça que je parlais de l'importance de l'Alliance des résistances, il y a peu de structures de l'aide alimentaire. Il n'y a pas les Restos du Cœur, il n'y a pas le Secours Populaire, il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas la Banque Alimentaire. Au contraire, ils sont récalcitrants. Du coup, parce qu'ils se sont sentis jugés dans la manière dont ont été formulées les choses à certains moments. Du coup, c'est vraiment une initiative qui vient du milieu agricole qui veut nourrir tout le monde. En se disant, en fait, moi, ma vocation, c'est pas de nourrir 3 bobos parisiens en créant un marché de niche qui d'ailleurs est en train de s'effondrer autour de la bio. Et du coup, je veux penser la case d'après et je ne veux pas être assignée, en tout cas, voilà, pour les premiers qui ont porté ce projet au niveau des CIVAM, je veux pas être celui qui nourrit que les riches, je veux nourrir tout le monde. Et ça s'oppose vraiment au projet de devoir nourrir le monde, sans cesse opposé par voilà la FNSEA. Non, on veut pas nourrir le monde, ouais, on veut nourrir son voisin. Et ça serait déjà bien en fait de pouvoir nourrir son voisin en vivant dignement. Et après sur la question de la révolte, moi j'ai pas forcément d'avis très tranché là-dessus. Je sais que sur ce que je peux étudier, c'est pas la transformation est pas forcément à la hauteur des attentes que pourrait donner un travail de fond en rajoutant une branche à une structure qui nous appartient déjà, telle que la sécurité sociale, en France en tout cas. Si on regarde par exemple le résultat en Tunisie des émeutes du pain, qu'est-ce que ça a donné? Une baguette subventionnée avec de la farine qui vient pas de là-bas. Enfin, je caricature un peu, mais du coup, en fait, souvent ces révoltes sont un choc tel que finalement ceux qui arrivent le mieux à se saisir de cette stratégie du choc, c'est toujours les mêmes, c'est l'économie capitaliste. Du coup, c'est pour ça où autant je pense important de mesurer la révolte et le poids qu'elle doit avoir dans la transformation de nos institutions, autant je pense qu'aujourd'hui, pour le cas de la France, on a quand même des beaux outils qu'on peut encore utiliser et qui peuvent nous permettre de transformer les choses autrement. Après, peut-être que c'est une illusion de ma part, mais voilà, je me dis qu'on peut encore pousser cette porte-là pour faire le moins de dégâts possible là où il y en a déjà beaucoup. Oui, oui, et quand, après peut-être je suis passée trop vite là-dessus, ce que je décortiquais aussi, c'est l'expérience d'avoir distribué des plats avec des steaks hachés qui étaient hyper durs, des pâtes complètement collées à des heures où du coup le plat n'est plus du tout chaud. Mais en fait parce que on était 4-5 à arriver avec le sourire dans notre camion à 11 heures du soir et peut-être les seuls qui s'adressent normalement à ces personnes-là, et ben c'est comme si on avait distribué de la nourriture qui sort d'un resto gastro. Et le don il peut ça. Et du coup, si j'ai pas en fait ces produits-là, j'y vais pas. Parce que les tourner le camion vide, pour le coup là la violence elle explose. Hein. Quand on parle du non-respect du droit à l'alimentation et de ses conséquences, oui ça explose. Les bénévoles le gardent pour eux en fait, c'est des pompiers et un héros ça se plaint pas. Et du coup par rapport à toutes ces expériences aussi, oui il y a un gros problème sur les denrées qui sont distribuées, mais c'est trop facile de ne s'attacher qu'à la denrée alors que la violence elle est structurelle et que du coup il faut associer les personnes à cette transformation des produits, voir comment on peut faire pour mieux faire. Et voilà, aujourd'hui il y a quand même des choses pas inintéressantes qui sont en train de se passer au niveau des restos qui cherchent à avoir des liens avec différentes AMAP pour introduire localement des produits frais, produits pour les personnes, plus du tout destinés à un autre circuit qui arriverait en bout de chaîne. Mais non, on achète le prix juste aux paysans, la quantité dont on a besoin pour les personnes qu'on reçoit. Et il y a aussi cette idée de démocratie qui germe au sein des structures. Ça change avec les moyens de chacun et peut-être pas assez vite, mais du coup c'est difficile pour moi de tout critiquer. En fait, c'est complexe. Il y a
c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est complexe le travail qui est fait par des bénévoles en plus, voilà, c'est trop. Pour moi, ça, dans ce que je relate, ça serait une erreur que et ça serait pas et ça ne correspondrait pas à mes observations que de dire que c'est parce que c'est de la malbouffe ou des produits comme ça. En effet, quelques personnes me l'ont dit, mais majoritairement les personnes, les personnes, voilà, non, crache pas dans la soupe. Et du coup, il y a non, la question c'est pas de pas se mentir, c'est de travailler ensemble à transformer aussi ces choses-là. Et petit à petit, surtout si on part sur un autre projet politique, ça peut transformer les choses. Mais bien sûr, mais il faut être conscient qu'il faut, en fait, cette prise de conscience de sortir de l'aide alimentaire doit pas être une accusation des acteurs de l'aide alimentaire, mais bien une accusation de la structure politique qui nourrit mal et qui est... Eh ben, en fait, quand on dit on le connaît le problème, non, on connaît pas le problème et encore aujourd'hui, enfin voilà, pour avoir fait des auditions auprès des parlements ou des sénateurs, non, ils connaissent pas le problème et ils sont dans leur bulle. Et on a besoin d'aller très fort au niveau des expérimentations pour aller très fort au niveau d'un projet de loi qui puisse transformer les choses dans l'espoir que le droit à l'alimentation puisse être inscrit dans la Constitution française aussi. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, il vient transformer complètement le paysage qu'on connaît. Il vient le transformer en un paysage nourricier. C'est-à-dire que si on met en œuvre ce que devrait être le droit à l'alimentation, c'est pas les 380 000 agriculteurs qui restent qui vont suffire. On a besoin d'eux et on a besoin de toutes les compétences. Donc c'est pas du tout une opposition entre agriculture biologique, agriculture raisonnée, agriculture industrielle. Non, tout ça, on se dit qu'on va le transformer en intelligence parce qu'on a besoin des compétences de chacun. Et que du coup, il va nous falloir 1,5 million de personnes travaillant dans l'agriculture, donc voilà, localisées différemment, pour arriver à produire cette nourriture sans que ce soit le bagne. Donc on est aussi sur un projet à plus long terme. Et ce qu'avait permis la création de la sécurité sociale de santé en 1945, c'était aussi de financer toutes les infrastructures dont on bénéficie encore aujourd'hui. Et faut qu'on se bagarre pour en bénéficier longtemps, mais tous nos hôpitaux, CHU, etc., avant, aller se faire soigner, c'était prendre un risque. Et parfois, c'était plutôt des mouroirs. Donc on a eu cette transformation qui a été possible. Et là aussi, c'est d'avoir non seulement au niveau des cotisations de l'argent pour le répartir entre chacun, comme je le disais, en fonction de ses besoins, et surtout de quoi financer la transition agricole. Ça ne doit pas reporter sur les agriculteurs. Il faut bien qu'on ait les infrastructures nécessaires. Et je te donne la parole tout de suite. Et l'autre point important, c'est que c'est aussi une socialisation de l'alimentation où on se dit que les grandes surfaces ou autres usines de transformation, c'est pareil. On les pense à une échelle où celui qui y travaille, il y est bien, il a un autre rôle, il n'est pas exécutant d'une tâche. En fin de compte, on sort l'alimentation du marché pour créer aussi du commun et une ressource dont on s'occupe tous ensemble en bonne intelligence, qui manque quand même globalement pas mal dans le système alimentaire actuel. Oui, et dans les membres du collectif SSA, la Confédération y est et la Confédération paysanne y est, et elle joue un rôle très très important sur ce que ça leur permet aussi de changer pour eux et leur envie d'être d'avoir un statut aussi où ils sont en responsabilité et pas en fait des espèces de niches sans cesse où on leur dit mais non, mais si vous faites comme ça vous paierez pas d'impôts, etc., mais vraiment de se dire non, en fait on doit être payé dignement, on doit rentrer
dans une agriculture nourricière, une agriculture qui correspond à ce qu'on peut faire pour les uns et les autres et qui soit payé au prix juste. Alors, ce qui est plutôt... alors, je sais pas comment le qualifier. En gros, ce que moi, ce qui, moi, m'interpelle, c'est le système start-up, en fait. Et du coup, toujours être en train de faire du fric sur la misère de l'autre. Alors, voilà, il y a pas mal d'étudiants qui sont assez contents de ces paniers-là. Mais oui, ça a enlevé des produits dont les acteurs de l'aide alimentaire aimeraient pouvoir avoir accès. Et surtout, ça ne permet pas le fait de réduire la surproduction et donc le gaspillage. C'est-à-dire, on crée des débouchés et ça reste quand même, c'est pas gratuit, quoi. Donc du coup, c'est un débouché qui ne réduit pas le gaspillage alimentaire et qui n'améliore pas la qualité alimentaire. Au contraire, on habitue les gens à pas savoir ce qu'ils vont avoir, à pas choisir et à faire avec. Oui. Donc du coup, ça, c'est des choses qui doivent être pensées et légiférées sur ce qui donne l'accès. Là, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on n'a plus recours à l'aide alimentaire. Mis à part pour une situation d'urgence, un moment où on s'effondre, on chute, bam, voilà, on a un dispositif, des gens qui peuvent nous aider, nous accompagner, très bien. Mais voilà, chacun a sa carte. Après, du coup, c'est vraiment tout ce modèle à construire et à bien dimensionner, avec cette perspective de nombreuses installations d'agriculteurs pour permettre de nourrir les zones urbaines, mais aussi de les vider un peu. C'est-à-dire qu'on peut pas continuer, en fait, on peut pas continuer la société telle qu'elle fonctionne si on veut une société nourricière. Donc, à un moment donné, moi, ce qui me réjouit, c'est que globalement, dans beaucoup d'expérimentations, toutes les personnes qui ont accès à des jardins, qui vont cultiver de temps en temps, elles reviennent joyeuses, heureuses. Ça marche plutôt bien. Les personnes qui restent en fait dans ce système dans lequel on est aujourd'hui sont pas nécessairement hyper joyeuses. Donc du coup, il y a quand même quelque chose voilà, un fil à tirer, quelque chose sur lequel s'appuyer dans le fait que les besoins des personnes et leurs demandes, et ça a été évoqué dans les premières questions, dans un besoin de reconnexion. C'est-à-dire, oui, il y a cette plante qui pousse, mais c'est vous qui le disiez, et on en prend soin. On en prend soin parce qu'on se sent responsable. Et c'est ça aussi la démocratie alimentaire. C'est de se sentir à nouveau responsable de notre alimentation et de la manière dont on la produit. Et il va falloir éclairer beaucoup les personnes qui vivent en ville sur les conditions de production, qui des fois relèvent de l'exploitation, ou même sont de l'exploitation, notamment sur tout un tas de produits très peu chers qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est inacceptable, en fait, de se nourrir sur le dos de souffrance tout en ayant ratifié le droit à l'alimentation. Ouais, au niveau de l'écoute politique, au début du projet, En Marche était très convaincu de la nécessité d'une sécurité sociale de l'alimentation, mais pour garantir le choix à tout le monde, le meilleur endroit dans lequel on puisse avoir le choix de notre alimentation, c'était la grande surface. Et après, quand même, pour pas que ça coûte trop cher, il fallait juste l'orienter sur les personnes qui sont dans les minima sociaux. Donc on n'est pas du tout sur le même projet politique, d'où l'importance en fait de défendre et d'expliquer ces trois piliers et qu'est-ce qu'on veut en faire. Il y a une très bonne écoute au niveau d'Europe Écologie Les Verts, qui est assez intéressante parce que la dimension sociale, elle n'est pas si évidente au niveau de LV. Donc du coup, c'est plutôt bien de voir comment ils ont envie de travailler ces questions-là et comment ça leur parle. Il y a une écoute intéressante de la part de la France Insoumise, mais pas forcément aussi importante que ce qu'on voudrait. Pour certains PS aussi, quand même, ils commencent à comprendre. Et puis, pour le PC, c'est hyper intéressant parce que c'est quand même les fondateurs de la sécurité sociale. Mais du coup, ils y sont très, très attachés, notamment sur la question de la cotisation. Et donc, voilà, ils veulent surtout pas qu'on aille sur un projet où le financement serait pas bien ficelé et bien pensé.
Donc c'est plutôt intéressant aussi en termes de garde-fous. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur diverses sensibilités politiques qui sont en train de comprendre qu'il y a une nécessité d'avoir un nouveau projet politique au niveau de l'alimentation. Mais en face de nous, c'est la FNSEA, les chambres d'agri, l'agro-industrie, et du coup, voilà, on sait aussi qu'il faut vraiment cloisonner les choses. Pour ça, une des pistes pourrait être de pouvoir rentrer déjà le droit à l'alimentation dans la Constitution. Faut voir quelles déclinaisons sont possibles en fait. Voilà, chacun jouera son rôle et en parlant bien et en s'appropriant. Enfin, on est aussi dans une perspective démocratique haute. Donc c'est vraiment par cette capacité où on va s'approprier le projet, le mettre au défi, pas être d'accord, s'engueuler un peu, trouver des réponses, que ça va fonctionner. Voilà, on n'est pas dans un truc clé en main, c'est clair. On est dans un contexte difficile où on est en train de reculer. Le panier anti-inflation, c'est la belle expression d'un beau recul sur les questions de droit à l'alimentation. Voilà, de proposer des fausses solutions, genre 60 millions d'euros pour verdir l'aide alimentaire, 60 millions d'euros avec 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, c'est 7,5 euros par mois. Non, par an, par personne. On fait rien. On fait rien. À partir de là, c'est juste des effets d'annonce qui gaspillent beaucoup d'argent public et qui ne répondent pas aux demandes des personnes. Et ça aussi, pour avoir étudié le don, c'est quand même important de se rendre compte qu'on est dans des politiques qui répondent systématiquement à côté de la demande. Aucun demandeur de l'aide alimentaire ne demande à continuer à avoir recours à l'aide alimentaire. Ils veulent bosser, ils veulent avoir des moyens économiques, ils veulent être autonomes du choix de leur alimentation et pouvoir exprimer leur identité dans la manière de cuisiner, de nourrir leurs enfants, etc. Aucun agriculteur ne veut vivre des aides de la PAC et autres aides. Ils veulent vivre dignement pour ce qu'ils produisent. Et du coup, on répond toujours à côté de leurs demandes en leur donnant de plus en plus de contraintes dans leur accès à l'alimentation. Et c'est quand même cet ensemble de choses qui est important de dénoncer. Merci à tous, bonne soirée. Non. Alors du coup, c'est comme beaucoup de projets, il n'y a pas d'attente du politique, notamment de la part du collectif, mais en fait, on ne peut pas faire sans le politique. Et ça, c'est quand même important de l'avoir en tête, c'est que si on est en défiance par rapport à ceux qu'on a élus, au lieu de pouvoir leur dire on vous a élu pour tel projet, en fait, en démocratie, on peut rien changer. On est conscient qu'on est dans un déni de démocratie totale. L'alimentation, ça peut être une bonne porte ouverte à la restauration de la démocratie pour avoir des ricochets sur la démocratie de manière générale. Il y a vraiment de tout. Du coup, mon livre ne traite pas encore de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est juste une ouverture. Et en fait, pour en comprendre la nécessité, pour moi, c'est important de traiter des effets de l'aide alimentaire sur les personnes. On peut pas nier cet impact-là. Mais j'entends, hein. J'entends, mais non, mais j'entends la critique et votre envie. Pour moi, c'est pas trop dans l'affectif, et oui, c'est de l'ordre de ma responsabilité, en ayant passé 4-5 ans avec eux, d'expliquer comment ça se passe vraiment et de rendre compte de cette violence. Et après, le projet, oui, voilà, il faut le développer, il faut en parler, il faut vraiment aller voir tout le travail qui est fait et comment s'associer sur le collectif, sur le site du collectif Sécurité sociale de l'alimentation. Mais voilà, après moi, je peux pas non plus m'approprier ce projet qui n'est pas que le mien, loin de là. Du coup, ça grossit tellement. Alors, en fait, auparavant, c'était des structures qui appartenaient au collectif, et au jour d'aujourd'hui, toutes les initiatives répertoriées en France, il y en a une centaine, sont considérées comme membres à part entière du collectif. Donc oui, je pense qu'il y a plus de 1000 personnes, en fait.
On est sur des personnes, globalement issues et attachées au milieu de l'éducation populaire et qui du coup sont très autonomes, informés et avertis. Donc ça aussi c'est chouette politiquement parlant. Le, ben, sur internet, vous allez sur le site collectif Sécurité sociale de l'alimentation et là vous allez voir à côté de chez vous qui porte tel projet. Vous pouvez aller taper à la porte de la Confédération paysanne ici, ils sont dans le projet. Donc ouais. Et ah oui, vous allez avoir beaucoup de documentation,